Il y a quelques années, je ne pouvais pas finir une seule phrase en français sans m'arrêter au moins 3 fois. Aujourd'hui, je vais te raconter comment j'ai changé, et je crois que cette histoire va t'aider, toi aussi, mon ami. Avant de continuer, dis-moi une chose dans les commentaires. Depuis quel pays regardes-tu cette vidéo? Est-ce que tu es au Mexique, comme moi? Ou peut-être au Canada? Écris le nom de ton pays dans les commentaires, j'aimerais beaucoup le savoir. Je m'appelle. Eh bien, mon nom n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai grandi dans une ville mexicaine, entourée de musique, de couleurs et de voix fortes. Depuis que je suis petite, j'aime les langues étrangères. Ma mère parlait un peu anglais et mon père écoutait souvent des chansons en français à la maison. Je ne comprenais rien, mais j'aimais leur son. C'était doux, mystérieux, un peu comme une mélodie que je ne pouvais pas encore chanter. À 18 ans, j'ai décidé d'apprendre le français sérieusement. J'ai commencé avec des livres, puis avec des applications, puis avec des séries. Mon ami, laisse-moi te dire une chose, ma compréhension a progressé très vite. Après 2 ans, je comprenais presque tout ce que j'entendais. Les films, les podcasts, les conversations dans la rue quand je voyageais, tout cela, je le comprenais bien. Mais parler, c'était une autre histoire. Chaque fois que je voulais dire une phrase en français, mon cerveau faisait un blocage étrange. Je construisais la phrase parfaite dans ma tête, avec la bonne grammaire, le bon vocabulaire et le bon accent. Puis, avant de parler, je voulais la corriger. Encore et encore. Non, ce n'est pas le bon mot. Non, cette structure est fausse. Attends, je dois recommencer. Résultat, de longs silences. Des silences qui duraient 5 secondes, 10 secondes, parfois même plus. Les gens autour de moi devenaient impatients. Certains finissaient mes phrases à ma place. D'autres changeaient de sujet parce qu'ils pensaient que je ne savais pas quoi dire. Mais ce n'était pas vrai, je savais exactement ce que je voulais dire. Le problème, c'est que je voulais le dire de façon parfaite avant même d'ouvrir la bouche. Mon ami, est-ce que cela te semble familier? Si oui, continue à regarder, parce que cette histoire va peut-être changer ta façon de voir les langues. À cette époque, j'ai trouvé un travail intéressant. Une entreprise cherchait des personnes qui comprenaient bien le français pour analyser des enregistrements audio. Le travail était simple, en apparence. J'écoutais des enregistrements de personnes parlant français et je devais évaluer leur niveau de fluidité. L'entreprise utilisait ces évaluations pour améliorer un outil de reconnaissance vocale, une sorte de programme qui écoute et comprend la parole humaine. On m'a donné une liste de critères très précis. Le critère le plus important, celui qui apparaissait en premier sur ma feuille, était simple. Les silences longs sont considérés comme une erreur. Si une personne s'arrêtait plus de 2 secondes au milieu d'une phrase, je devais qualifier l'enregistrement des « hésitants » ou de « non fluides ». Si les silences étaient trop nombreux, l'enregistrement était rejeté. Au début, cela me semblait logique. Bien sûr, pensais-je, une bonne communication doit être fluide, sans pause ni hésitation. C'est exactement ce que je recherchais moi-même, parler sans m'arrêter, sans faire d'erreur, comme une machine bien programmée. Chaque jour,
j'écoutais des dizaines d'enregistrements. Des voix différentes, des accents différents, des sujets différents, des gens qui parlaient de leur travail, de leur famille, de leur voyage, de leurs opinions politiques ou de leurs recettes préférées. J'écoutais, je notais, puis j'indiquais « accepter » ou « rejeter » selon les règles. Un jour, presque par accident, j'ai ouvert un dossier que je n'avais jamais vu auparavant. Il s'appelait « Enregistrement rejeté ou à réévaluer ». Mon ami, je vais être honnête avec toi, j'étais curieuse. Pourquoi quelqu'un voudrait-il réévaluer des enregistrements déjà rejetés? J'ai décidé d'en écouter quelques-uns, juste pour comprendre. Le premier enregistrement était celui d'un homme qui parlait de son expérience en tant qu'ingénieur. Sa voix était ponctuée de nombreuses pauses. Il disait, alors, dans mon travail, je dois analyser les données, et parfois, il y a des problèmes des problèmes techniques, et je dois trouver une solution rapide. Selon les règles de l'entreprise, cet enregistrement méritait clairement d'être rejeté. Trop de pauses, trop d'hésitation, plusieurs et, Mais voici ce qui était étrange. En écoutant cet enregistrement, je ne trouvais pas du tout que cet homme parlait mal français. Au contraire, il me semblait naturel, confiant, même charmant. Ces pauses n'étaient pas des signes de faiblesse. Elles ressemblaient plutôt à des moments de réflexion, comme lorsqu'une personne pense à voix haute. J'ai écouté un deuxième enregistrement. Une femme parlait de son dernier voyage. Nous sommes allés dans un endroit, je me souviens plus exactement de son nom, mais c'était magnifique, avec des montagnes et un lac, et on a passé, je dirais, presque une semaine là-bas. Encore une fois, des pauses, des corrections, des phrases inachevées. Et, encore une fois, cela paraissait naturel. Confiant. Réel. J'ai continué à écouter, un enregistrement après l'autre. Petit à petit, quelque chose a changé dans ma tête. Je me suis rendu compte que tous ces enregistrements rejetés avaient un point commun. Les gens ne s'arrêtaient jamais complètement. Ils faisaient une pause, oui, mais ils finissaient toujours par continuer. Ils ne reprenaient jamais leur phrase entière depuis le début. Ils avançaient. Mon ami, c'est à ce moment-là que j'ai eu une sorte de révélation. Pendant des années, j'avais pensé que la fluidité, c'était l'absence totale de pause. Mais ce n'était pas vrai. La véritable fluidité, ce n'était pas de ne jamais s'arrêter. C'était de continuer après s'être arrêté, sans tout recommencer. J'ai commencé à observer ce phénomène de plus près. J'ai créé, pour moi-même, un petit projet personnel. J'ai pris des notes sur les enregistrements rejetés qui, à mes oreilles, semblaient tout de même naturels et confiants. Je voulais comprendre exactement ce que leurs auteurs faisaient différemment. La première chose que j'ai remarquée, c'est qu'ils utilisaient souvent de courtes expressions pour gagner du temps, pendant qu'ils réfléchissaient. Des expressions comme « comment dire »,« enfin »,« bref »,« tu vois »,« en fait »,« disons que ». Ces petites phrases n'ajoutaient pas beaucoup d'informations, mais elles comblaient le silence d'une façon naturelle. Elles donnaient au cerveau une seconde de plus pour trouver le mot suivant, sans créer de vide inconfortable. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est que ces personnes ne cherchaient jamais le mot parfait. Quand elles oubliaient un mot,
elle décrivait l'idée avec d'autres mots plus simples. Par exemple, une femme qui ne se souvenait plus du mot « parapluie » a dit « J'ai pris cette chose qu'on utilise quand il pleut pour ne pas être mouillé. » Ce n'était peut-être pas élégant, mais c'était efficace. La communication continuait. La troisième chose, et je pense que c'est la plus importante, c'est qu'elles finissaient d'exprimer leurs idées avant de se corriger. Elles ne s'arrêtaient pas au milieu d'une phrase pour dire « Non, attends, ce n'est pas correct ». Elles terminaient d'abord ce qu'elles voulaient dire, et seulement après, si elles le souhaitaient, elles ajoutaient une précision ou une correction. Mon ami, je dois te le dire, cette découverte a complètement changé ma façon de penser. J'avais passé des années à essayer de parler un français parfait, phrase par phrase, mot par mot, comme si chaque erreur était une catastrophe. Pourtant, parmi les enregistrements que j'écoutais, ceux qui semblaient les plus naturels et les plus confiants étaient justement ceux que le système rejetait, parce qu'ils n'étaient pas parfaits selon ses règles techniques. J'ai décidé de faire quelque chose de différent, tout en continuant à évaluer les enregistrements selon les règles strictes de l'entreprise. J'ai commencé à les étudier comme s'ils constituaient un cours privé pour moi. Chaque jour, après mon travail officiel, je restais 1 heure de plus pour réécouter les meilleurs exemples. Je notais les expressions, les structures et les petites astuces que les gens utilisaient pour continuer à parler sans jamais s'arrêter complètement. J'ai dressé une liste de « phrases-ponts », comme je les appelais. Des phrases qui servent à relier une idée à une autre ou à gagner un peu de temps. Comment dire? Enfin bref. Ce que je veux dire, c'est que... En fait, si je réfléchis bien. Disons que... Tu vois ce que je veux dire? Je les ai répétées à voix haute, seule dans ma chambre, jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. J'ai aussi commencé à pratiquer une technique très simple, d'écrire les mots que j'oubliais au lieu de m'arrêter complètement. Si je me souvenais plus du mot « brosse à dents », je disais « cette petite chose qu'on utilise pour se nettoyer les dents le matin ». Si je me souvenais plus du mot « voisin », je disais « la personne qui habite juste à côté de chez moi ». Au début, cela me semblait un peu bête, presque enfantin. Mais mon ami, laisse-moi te le dire, cela fonctionnait. Cela fonctionnait vraiment. J'ai commencé à parler avec des amis en ligne, des gens que j'avais rencontrés dans des groupes d'apprentissage du français. J'ai remarqué un changement immédiat. Avant, quand je parlais, il y avait de longs silences pendant que je cherchais la phrase parfaite. Désormais, grâce à mes phrases-ponts et à mes descriptions, je continuais à parler presque sans interruption, même quand je ne trouvais pas le mot exact. Bien sûr, mes phrases n'étaient pas toujours grammaticalement parfaites. Parfois, je faisais des erreurs de conjugaison. Parfois, je me trompais sur le genre d'un nom. Mais les gens me comprenaient. Plus important encore, ils restaient intéressés par ce que je disais, parce que je poursuivais mon histoire, je développais mon idée, au lieu de m'arrêter pour corriger chaque petit détail. Je me suis imposé une autre règle, simple mais difficile à suivre au début, finir l'idée avant de l'améliorer. Cela voulait dire que, si je commençais une phrase et que je me rendais compte, en cours de route, que j'avais fait une erreur, je m'arrêtais pas immédiatement. Je finissais d'abord ce que je voulais dire. Ensuite, si c'était vraiment nécessaire, je pouvais dire quelque chose comme « Pardon, je voulais dire » et me corriger.
Mais l'idée principale devait d'abord sortir en entier. Cette règle m'a beaucoup aidé parce qu'avant, je passais mon temps à interrompre mes propres phrases. Je disais, je suis allé. Puis je m'arrêtais parce que je n'étais pas sûr de l'accord correct, aller, ou aller, au masculin ou au féminin selon le contexte. Alors, je recommençais depuis le début. Je suis allé, non. Attends, j'étais, non. Ce genre d'hésitation crée exactement les longs silences que je détestais tant entendre chez les autres. Je comprenais maintenant que je faisais la même chose. Avec de la pratique, j'ai commencé à accepter que les petites erreurs n'étaient pas la fin du monde. Un genre incorrect, un temps verbal légèrement inadapté, une préposition oubliée, ces erreurs n'empêchaient pas la communication. Ce qui l'empêchait vraiment, c'était le silence. Le vide. L'arrêt complet. Mon ami, je veux poser une question. Combien de fois es-tu arrêté au milieu d'une phrase dans une langue étrangère, simplement parce que tu avais peur de faire une erreur? Si la réponse est souvent, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de gens font exactement la même chose, et c'est précisément ce qui m'est arrivé pendant des années. Après plusieurs semaines de pratique avec ces nouvelles techniques, je sentais que je progressais vraiment. Je parlais plus vite, avec moins de silence, et je me sentais plus confiante. Mes amis en ligne me disaient que mon français paraissait beaucoup plus naturel qu'avant. Même au travail, mes collègues remarquaient que je participais davantage aux réunions en français, sans avoir besoin de préparer chaque phrase à l'avance. Je pensais avoir résolu le problème. Je pensais que le plus dur était derrière moi. Mais, mon ami, la vie a une façon bien à elle de nous rappeler que le progrès n'est jamais complètement linéaire. Un jour, au travail, mon responsable m'a annoncé une nouvelle inattendue. Un client important, une entreprise française qui voulait utiliser notre technologie de reconnaissance vocale, allait visiter nos bureaux. Comme j'étais l'une des rares personnes de l'équipe à parler français et que je connaissais bien aux critères d'évaluation, on m'a demandé de faire une présentation devant ses représentants. Une présentation presque improvisée, avec très peu de préparation, car la visite avait été organisée à la dernière minute. J'ai eu environ 2 heures pour me préparer. 2 heures pour organiser mes idées sur un sujet technique compliqué. La manière dont notre système évaluait la fluidité de la parole, les critères que nous utilisions et la façon dont nous améliorions l'algorithme au fil du temps. 2 heures, ce n'est pas beaucoup, mais je me suis dit, je me suis entraîné. Je peux le faire. Je vais utiliser mes phrases ponts, décrire les mots que j'oublie et finir mes idées avant de les corriger. Le moment est arrivé. Je suis entré dans la salle de réunion. Il y avait environ 10 personnes. Certaines travaillaient dans mon entreprise, les autres représentaient le client français. Tout le monde me regardait et attendait que je commence. J'ai bien commencé. Les premières phrases sont sorties assez naturellement. J'ai expliqué le contexte général du projet, l'objectif de notre outil et l'importance de la reconnaissance vocale dans le monde moderne. Jusque-là, tout allait bien. Puis, l'un des représentants français a posé une question technique très précise, que je n'avais pas anticipée. Une question sur la façon exacte dont l'algorithme calculait le score de fluidité, avec des détails mathématiques et techniques. Mon ami, à ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Mon cerveau a essayé de construire la réponse parfaite, avec le vocabulaire technique exact,
une grammaire impeccable et l'explication la plus précise possible. Pendant qu'il cherchait cette réponse parfaite, le silence s'est installé. Un long silence. Très long. 5 secondes. 10 secondes. Je sentais les regards posés sur moi. Je sentais la panique monter dans ma poitrine. Toutes mes techniques, toutes mes phrases-ponts, tout ce que j'avais pratiqué pendant des semaines, tout avait disparu de ma mémoire. J'étais complètement bloquée, comme avant, comme dans mes pires souvenirs de conversations ratées. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai donné une réponse courte et incomplète, quelque chose comme « c'est basé sur plusieurs facteurs ». Puis j'ai regardé mon collègue d'un air désespéré, en espérant qu'il pourrait poursuivre l'explication à ma place. Il l'a fait. Il a pris le relais et la présentation a continué, mais, intérieurement, je me sentais complètement anéantie. Après la réunion, je suis allée aux toilettes et j'ai versé quelques larmes de frustration. Je pensais, tout ce travail, toutes ces semaines de pratique, et je me bloque encore, exactement comme avant. Rien n'a changé. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et je me suis assise sur mon lit en repensant à ce qui s'était passé. Petit à petit, en analysant calmement la situation, j'ai commencé à comprendre quelque chose d'important. Le problème n'était pas que j'avais oublié mes techniques. Le problème, c'était que j'avais essayé de trouver une réponse parfaite à une question technique compliquée, sous pression, devant des inconnus. J'avais recommencé à rechercher la perfection, exactement comme avant, au lieu d'accepter de donner une réponse imparfaite mais suffisante. Mon ami, voici ce que j'ai compris cette nuit-là. Je pense que c'est l'une des leçons les plus importantes de toute cette histoire. Ma peur de me tromper ne me protégeait de rien. Au contraire, elle m'empêchait d'exprimer des idées que je maîtrisais déjà. Je savais répondre à cette question technique. Je connaissais les informations. Mais ma peur de faire une erreur, ma peur de donner une réponse imparfaite, m'avait empêché d'accéder à ce que je savais déjà. C'était un peu comme si j'avais dans la tête un grand livre rempli de connaissances, mais que, chaque fois que je voulais l'ouvrir, la peur en refermait la couverture avant que je puisse en lire une seule ligne. Le savoir était là. Le problème, c'était l'accès à ce savoir, bloqué par la peur. J'ai aussi compris que, dans une conversation réelle, personne n'attend une réponse parfaite. Les gens attendent une réponse honnête, utile et humaine. Une réponse avec des pauses, des hésitations et peut-être quelques erreurs, mais une réponse réelle vaut toujours mieux qu'un silence total. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Mais, le lendemain matin, je me suis levée avec une détermination nouvelle. Je n'allais pas abandonner. Au contraire, cette expérience difficile allait devenir une nouvelle source de motivation. Quelques jours plus tard, j'ai appris une nouvelle qui, au début, m'a fait très peur. Les représentants français allaient revenir pour une deuxième réunion, et cette fois, on me demandait expressément de faire une présentation plus longue et plus détaillée sur les résultats de notre projet. Mon premier réflexe a été de refuser. Je voulais dire à mon responsable, non, s'il vous plaît, demandez à quelqu'un d'autre. Mais je me suis arrêtée. Je me suis souvenu de ce que j'avais compris cette nuit-là, après l'échec de ma première présentation. J'ai décidé d'accepter, mais, cette fois, avec une approche complètement différente.
Au lieu de préparer un discours parfait, mot pour mot, comme je le faisais toujours auparavant, j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. J'ai pris une feuille de papier, et au lieu d'écrire des phrases complètes, j'ai noté seulement des mots-clés. Des mots simples qui représentaient les idées principales que je voulais partager. Pas de phrases parfaites préparées à l'avance, seulement des points de repère. Ma liste ressemblait à ceci. Objectif du projet, méthode d'évaluation, exemple de résultats, défis rencontrés, prochaines étapes. 5 ou 6 groupes de mots, rien de plus. J'ai décidé que, pendant la présentation, je construirais mes phrases naturellement, sur le moment, en utilisant ces mots-clés comme guide, sans essayer de me souvenir d'un texte parfait. J'ai aussi pris une décision importante. Si j'oubliais un mot ou une expression pendant la présentation, je n'allais pas paniquer. J'allais soit décrire l'idée avec d'autres mots, soit, si c'était vraiment nécessaire, demander de l'aide à mes collègues ou même directement aux personnes présentes. Accepter de l'aide n'était pas un échec. C'était une stratégie de communication comme une autre. Le jour de la deuxième présentation est arrivé. Mon cœur battait fort, mais d'une façon différente, cette fois. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était aussi de l'excitation, un désir de prouver quelque chose, surtout à moi-même. J'ai commencé la présentation en regardant ma liste de mots-clés. Objectif du projet. J'ai parlé de cet objectif en construisant mes phrases naturellement. Il y a eu des pauses, bien sûr. Il y a eu des moments où je cherchais mes mots. Mais, au lieu de m'arrêter complètement, j'utilisais mes phrases ponts. Comment dire? En fait, ce que je veux dire, c'est que... Et je continuais. À un moment donné, j'ai complètement oublié l'expression « amélioration continue ». Au lieu de me bloquer, j'ai dit « c'est le processus par lequel on essaie de rendre le système meilleur, petit à petit, chaque semaine ». L'une des personnes françaises a souri et a proposé doucement « amélioration continue ». J'ai répondu « oui, exactement, merci ». Puis j'ai continué sans aucune gêne. Mon ami, ce moment a été magique pour moi. Avant, si quelqu'un m'avait corrigé ou aidé à trouver un mot, j'aurais ressenti de la honte. J'aurais pensé, ils doivent trouver que je parle mal français. Mais, cette fois, j'ai ressenti autre chose, de la gratitude et même une sorte de connexion. Cette petite interaction, ce bref échange d'aide, a rendu la présentation plus humaine, plus réelle. La présentation s'est poursuivie de cette façon. Il y avait des pauses naturelles, des moments où je réfléchissais à voix haute, de petites erreurs de grammaire que personne ne semblait remarquer ou auxquelles personne n'accordait d'importance. Mais il y avait aussi de l'énergie, de la confiance et surtout de la continuité. Je ne m'arrêtais jamais complètement. J'avançais toujours, une idée après l'autre. Vers la fin de la présentation, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ce qui devait être une simple présentation formelle est devenu une vraie conversation. Les représentants français ont commencé à poser des questions, non seulement sur des aspects techniques, mais aussi sur mon expérience personnelle, sur les raisons pour lesquelles j'avais appris le français et sur ce que je pensais du projet. J'ai répondu à toutes ces questions de la même façon, sans rechercher la perfection, en suivant mes mots-clés mentaux, en décrivant les mots que j'oubliais et en acceptant l'aide lorsqu'elle venait naturellement. La conversation s'est prolongée pendant presque 20 minutes,
bien au-delà du temps prévu pour la présentation officielle. À la fin, l'une des personnes françaises m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Votre présentation était très claire et j'ai beaucoup aimé la conversation qui a suivi. On sentait que vous parliez avec le cœur, pas seulement avec la tête. Mon ami, ces mots m'ont profondément touché. Personne n'avait mentionné mes hésitations, mes petites erreurs de grammaire ou mes pauses. Ce qu'ils avaient remarqué, c'était mon honnêteté, ma présence, ma volonté de communiquer malgré l'imperfection. Après cette deuxième présentation, quelque chose avait vraiment changé en moi. Ce n'était pas seulement une amélioration de mon français, c'était une transformation plus profonde de ma façon de penser la communication en général. J'ai commencé à comprendre que la perfection et la communication sont souvent deux choses différentes, presque opposées. Quand on cherche la perfection, on se concentre sur soi-même, sur ses propres erreurs, sur ce que les autres pourraient penser de nous. Mais, quand on cherche vraiment à communiquer, on se concentre sur l'autre personne, sur le message, sur la connexion. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai continué à pratiquer cette nouvelle approche. Au travail, pendant les réunions, avec mes amis en ligne, même dans de petites conversations quotidiennes. Chaque fois que je sentais mon ancienne habitude revenir, cette envie de m'arrêter pour corriger chaque phrase, je me rappelais ce que j'avais appris, finir l'idée, continuer, utiliser une phrase ponce si nécessaire, d'écrire au lieu de chercher le mot parfait, accepter l'aide sans honte. Un autre changement important s'est produit dans ma vie personnelle. J'avais une amie, quelqu'un que je connaissais depuis longtemps sur Internet et qui vivait dans un pays francophone. Nous nous parlions souvent, mais toujours par écrit, jamais au moyen de messages vocaux, parce que j'avais trop peur d'envoyer un enregistrement parfait. Un jour, elle m'a envoyé un message vocal, quelque chose de spontané, avec sa voix naturelle, ses pauses et ses petites hésitations. Elle m'a dit, « Pourquoi est-ce que tu ne m'envoies jamais de messages vocaux? J'aimerais entendre ta voix de temps en temps, pas seulement lire tes messages. » Mon ami, cette simple demande m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai compris que, malgré tous les progrès que j'avais accomplis dans mes présentations professionnelles, j'avais encore peur dans ma vie personnelle. Pourquoi? Parce qu'un message vocal, contrairement à une conversation en direct, peut être écouté plusieurs fois. On peut analyser chaque erreur, chaque pause, chaque hésitation. Cette possibilité me terrifiait encore. J'ai tout de même décidé d'essayer. J'ai ouvert l'application de messagerie, appuyé sur le bouton d'enregistrement et commencé à parler. Immédiatement, mon vieux réflexe est revenu. Non, ce n'est pas la bonne phrase, je dois recommencer. J'ai arrêté l'enregistrement. J'ai recommencé. Encore une fois, une petite erreur, encore une fois, l'envie de tout effacer pour reprendre depuis le début. Après 5 ou 6 tentatives, je me suis arrêté et j'ai ri de moi-même. Mon ami, j'ai ri parce que je venais de comprendre l'ironie de la situation. J'avais appris sur l'acceptation de l'imperfection dans un contexte professionnel, mais, dans un contexte personnel, avec une amie qui m'aimait et me comprenait, j'étais encore prisonnière de cette même peur. Alors, j'ai pris une grande inspiration et j'ai appuyé une dernière fois sur le bouton d'enregistrement. Cette fois, j'ai décidé de ne pas m'arrêter, quoi qu'il arrive. J'ai commencé à parler de ma journée, de mes pensées et de mes projets. Il y a eu des pauses. J'ai dit « plusieurs fois. À un moment donné, j'ai fait une erreur de conjugaison évidente.
mais je n'ai pas interrompu l'enregistrement. J'ai continué, j'ai fini mon idée, et à la fin, j'ai simplement appuyé sur « Envoyer ». Mon ami, ce moment peut sembler modeste, presque insignifiant, mais, pour moi, c'était énorme. C'était la première fois depuis des années que j'envoyais à une vraie personne quelque chose d'imparfait en français, sans le corriger, sans le réenregistrer, sans rechercher la perfection. Quelques minutes plus tard, mon amie m'a répondu. Elle n'a mentionné aucune erreur. Elle n'a parlé ni de mes pauses ni de mes hésitations. Elle a réagi directement à ce que j'avais dit, à mes idées, à mes histoires. Elle a poursuivi la conversation naturellement, comme si mon message avait été parfaitement clair, parce que, en réalité, il l'était. Il était clair, même avec ses imperfections. C'est à ce moment précis que j'ai vraiment compris, au plus profond de moi, la leçon la plus importante de tout ce parcours. Les gens se souviennent de ce que tu dis, pas des pauses entre tes mots. Ils se souviennent de tes idées, de tes histoires, de ta personnalité, de la connexion que vous créez ensemble. Ils ne se souviennent pas du petit silence avant le verbe, de l'erreur de genre sur un nom ou de l'hésitation avant un mot difficile. Mon ami, je repense souvent à mon ancien travail, à ces enregistrements que j'écoutais chaque jour, à ce système qui rejetait les voix pleines de pauses et d'hésitation. Ce système avait raison sur un point, il détectait bien les pauses. Mais il se trompait sur quelque chose de beaucoup plus important. Il ne pouvait pas mesurer la connexion humaine, la confiance ni l'honnêteté présente dans ces voix imparfaites. Aujourd'hui, quand je parle français, je fais encore des pauses. Je fais encore des erreurs. Parfois, j'oublie encore des mots simples et je dois les décrire avec d'autres termes. Mais je ne considère plus cela comme un échec. J'y vois une composante naturelle de la communication humaine, dans n'importe quelle langue, même dans ma langue maternelle. Parce que, mon ami, si tu réfléchis bien, même dans notre propre langue, nous hésitons parfois. Nous cherchons nos mots. Nous faisons des pauses pour réfléchir. Nous commençons une phrase, puis nous la modifions en cours de route. Ce n'est pas un défaut propre à la langue étrangère, c'est simplement la façon dont fonctionne la communication humaine, dans toutes les langues du monde. Le véritable changement, pour moi, n'a pas été d'apprendre plus de grammaire ou plus de vocabulaire, même si ces choses sont utiles, bien sûr. Le véritable changement a été de comprendre que la perfection n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la connexion. L'objectif, c'est de partager une idée, une histoire ou un sentiment avec une autre personne et de continuer à avancer, même lorsque ce n'est pas parfait. Je repense souvent à cette phrase simple que je me répète maintenant chaque fois que je sens mon ancienne peur revenir. Continue, ne recommence pas. Cette courte phrase contient toute la leçon de mon parcours. Continue, même si tu as fait une erreur. Continue, même si tu as oublié un mot. Continue, même si ta phrase n'est pas parfaite. Ne reprends pas depuis le début, car c'est cela qui crée les longs silences, qui brise la communication et qui révèle la peur plutôt que la confiance. Mon ami, si, toi aussi, tu apprends une langue étrangère, ou même si tu essaies simplement de communiquer plus clairement dans ta propre langue, je veux partager avec toi les techniques concrètes qui m'ont aidé, afin que tu puisses les essayer à ton tour. La première technique consiste à créer tes propres phrases ponts. Choisis quelques expressions simples dans la langue que tu apprends, des expressions qui te donnent une seconde de plus pour réfléchir sans créer un silence complet.
En français, tu peux utiliser « comment dire »,« enfin »,« en fait »,« disons que »,« tu vois », bref. Répète ces expressions jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques et qu'elles sortent naturellement lorsque tu en as besoin. La deuxième technique consiste à t'entraîner à décrire au lieu de chercher la traduction exacte. Quand tu oublies un mot, ne t'arrête pas complètement pour trouver la traduction parfaite. Décris l'objet, l'action ou l'idée avec des mots plus simples que tu connais déjà. Cette compétence, qu'on appelle parfois la paraphrase, est extrêmement utile, non seulement pour les débutants, mais aussi pour les personnes de niveau avancé. La troisième technique consiste à finir tes idées avant de les corriger. Résiste à l'envie de t'arrêter au milieu d'une phrase pour réparer une petite erreur. Termine d'abord ce que tu voulais dire. Si nécessaire, tu pourras toujours apporter une précision ensuite. Mais l'idée complète doit sortir en premier. La quatrième technique consiste à utiliser des mots-clés plutôt que des phrases complètes lorsque tu prépares quelque chose à l'avance, comme une présentation ou un discours. Ne mémorise pas un texte parfait mot pour mot. Prépare plutôt une liste d'idées principales et laisse ton cerveau construire les phrases naturellement au moment de parler. Cette technique t'aide à rester flexible, même si quelque chose d'inattendu survient pendant la conversation. La cinquième technique, et je pense que c'est peut-être la plus importante, consiste à accepter l'aide sans honte. Si quelqu'un te donne un mot que tu cherchais, dis simplement « merci » et continue. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe que tu communiques activement avec une autre personne, que tu participes réellement à la conversation au lieu de simplement réciter un texte préparé. Et voici la sixième technique, la plus difficile pour moi, mais peut-être la plus transformatrice. Envoie le message imparfait. Ne réenregistre pas 10 fois le même message vocal. Ne réécris pas 10 fois le même paragraphe pour le rendre parfait. Accepte que la première version, avec ses petites imperfections, suffit probablement à communiquer ce que tu veux dire. Mon ami, je veux aussi te parler un peu de ce qui s'est passé ensuite, dans les mois qui ont suivi cette transformation. Mon travail a beaucoup changé. J'ai proposé à mon entreprise de créer une nouvelle catégorie d'évaluation pour les enregistrements, une catégorie qui ne se concentrerait pas seulement sur la présence ou l'absence de pause, mais sur la fluidité globale de la communication. La personne continue-t-elle après une pause? Finit-elle d'exprimer ses idées? Le message global reste-t-il clair, malgré les hésitations? Cette proposition a été bien accueillie, et petit à petit, notre système d'évaluation a évolué. Nous avons commencé à attribuer de meilleurs scores aux enregistrements qui témoignaient de persévérance et de continuité, même avec des pauses, au lieu de pénaliser automatiquement toute hésitation. Je pense souvent que ce changement dans mon travail reflétait exactement celui qui s'était produit en moi. J'ai aussi commencé à aider d'autres personnes qui avaient le même problème que moi. Des collègues, des amis, des personnes que je rencontrais dans des groupes d'apprentissage des langues en ligne. Beaucoup de gens, je l'ai découvert, tombent dans le même piège que celui qui m'avait retenu. Ils comprennent très bien une langue, mais ils ont peur de la parler parce qu'ils recherchent la perfection avant de s'exprimer. Je leur racontais toujours la même histoire, celle des enregistrements rejetés qui semblaient pourtant naturels et confiants. Je leur expliquais que la fluidité, ce n'est pas l'absence de pause, c'est la capacité à continuer malgré elle. Et, presque toujours, je voyais dans leurs yeux la même petite lueur de compréhension que celle que j'avais sentie s'allumer en moi, ce jour-là,
en écoutant ces enregistrements pour la première fois. Mon ami, si je devais résumer toute cette expérience en une seule idée, ce serait celle-ci. La peur de l'imperfection est souvent plus dangereuse que l'imperfection elle-même. Ma peur de faire des erreurs m'a coûté des années de silence, des années pendant lesquelles je connaissais la langue, mais ne pouvais pas vraiment l'utiliser pour communiquer avec les autres. Ce n'était pas un manque de connaissances qui me limitait. C'était la peur. Et je pense que cette leçon dépasse largement l'apprentissage des langues. Combien de fois, dans la vie, restons-nous silencieux parce que nous avons peur de ne pas être parfaits? Combien de fois renonçons-nous à envoyer un message, à poser une question ou à partager une idée, simplement parce que nous attendons le moment parfait, la formulation parfaite, la version parfaite de nous-mêmes? Mon ami, le moment parfait n'existe presque jamais. La formulation parfaite n'existe presque jamais. Ce qui existe, c'est le moment présent, avec toutes ses imperfections, et notre capacité à continuer d'avancer malgré tout. Je me souviens encore de ce que j'ai ressenti le jour où j'ai enfin envoyé ce message vocal imparfait à mon ami, sans le réenregistrer. Une sensation de liberté, de légèreté, comme si un poids énorme venait de disparaître de mes épaules. Ce poids, c'était la peur du jugement, la peur de l'erreur, la peur de ne pas être suffisamment bonne. Aujourd'hui, quand je parle français, je le fais avec beaucoup plus de joie qu'avant. Les pauses ne me font plus peur. Les erreurs ne me font plus honte. Je sais maintenant que la communication n'est pas un examen que je dois réussir avec une note parfaite. C'est un échange, une connexion, un moment partagé avec une autre personne. Mon ami, je veux te laisser avec une dernière pensée, quelque chose que j'ai appris tout au long de cette expérience, depuis les enregistrements rejetés jusqu'aux présentations et aux messages vocaux envoyés sans être réenregistrés. Les gens ne retiennent pas tes silences. Ils retiennent tes mots, tes idées, ta présence, les efforts que tu fais pour communiquer avec eux malgré les difficultés. Alors, la prochaine fois que tu hésiteras avant de parler dans une langue étrangère, ou même avant de dire quelque chose d'important dans ta propre langue, rappelle-toi cette histoire. Rappelle-toi qu'il vaut toujours mieux continuer que recommencer. Rappelle-toi qu'il vaut toujours mieux d'écrire une idée imparfaitement que rester silencieux en cherchant le mot parfait. Rappelle-toi que les pauses font naturellement partie de toute conversation humaine et qu'elles ne définissent ni ta valeur ni ta compétence. Et surtout, mon ami, rappelle-toi que ta voix, avec toutes ses imperfections, ses pauses et ses hésitations, mérite tout de même d'être entendue. Parce que, à la fin, ce ne sont pas les silences entre tes mots que les gens retiendront. Ce sont les mots eux-mêmes, tes idées, ton histoire, ta présence sincère dans la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, mon ami. Et n'oublie pas de me dire, dans les commentaires, d'où tu regardes cette vidéo et si, toi aussi, tu as déjà eu peur de parler une langue étrangère de façon imparfaite. J'aimerais beaucoup lire ton histoire.